Le Mississippi, c'est un fleuve, un état d'esprit. Mississippi is not actually Mississippi's problem. Mississippi is America's problem. Je m'appelle Clémence Pavic et je suis journaliste au Devoir. Mon collègue Félix Deschênes et moi, on est très intéressés par la politique américaine. Et à la veille de l'élection présidentielle, on est parti pour un voyage qui nous a amenés à 2000 km au sud de Montréal, dans l'État américain du Mississippi. Quand on pense au Mississippi, il y a plusieurs images qui nous viennent en tête spontanément. C'est par exemple le berceau du blues. On connaît aussi l'État pour ses paysages, ses terres agricoles et notamment pour le fleuve qui le borde à l'ouest et qui porte le même nom, le fleuve Mississippi. Ouais, puis sa réputation d'État du Sud pur jus aussi, avec son histoire d'esclavage, ses plantations. Et ça reste le théâtre de lutte raciale, de mobilisation politique importante. This morning, Mississippi's abortion trigger ban goes into effect. A new Mississippi bill is fueling controversy and protest in the state's capital. On n'a pas visité l'État dans son ensemble, mais on s'est promené à différents endroits au fil de nos rencontres, de nos entrevues. On est allé notamment dans le Delta, ça c'est la région dans le nord-ouest de l'État. On est aussi passé par Jackson, la capitale, et partout on a remarqué les inégalités socio-économiques. Mais il y a un endroit où ça nous a particulièrement frappé, c'est à Natchez, une ville plus touristique aux abords du fleuve. C'est là qu'on a vraiment vu les inégalités les plus criantes. C'est une ville qui a été bâtie grâce aux richesses du coton, donc sur le dos de l'esclavage. Après avoir fait la route dans la Louisiane rurale, modeste, ou le Mississippi des agriculteurs, on arrive ici, puis c'est sûr que ça saisit. Ce qu'on voit ici à Natchez, c'est des grands manoirs avec des grandes colonnes, des grands porches, des édifices avec de la brique. Et en même temps, tout ça côtoie d'autres maisons qui, elles, sont un peu laissées à l'abandon. Le Mississippi apparaît toujours en tête des classements des États les plus pauvres. C'est aussi un des États qui a le plus faible indice de santé démocratique, sinon le pire au pays. Et c'est vraiment ces écarts démocratiques toujours réels qui nous ont amenés à vouloir faire ce projet-là. On voulait mieux comprendre comment ça se passe sur le terrain à la veille de l'élection présidentielle, surtout que c'est le 60e anniversaire d'un événement marquant de la lutte pour les droits civiques, le Freedom Summer. Freedom Summer. Freedom Summer. Freedom Summer. Freedom Summer. On n'a pas la prétention d'être des historiens, mais c'est important de faire un retour en arrière, de comprendre ce qui s'est passé il y a 60 ans pour mesurer la résonance que ça a encore aujourd'hui. Pour faire ça, on est allé à la rencontre de vétérans du mouvement qui étaient aux premières loges de Freedom Summer. On a parlé aussi à des organismes de justice sociale qui, aujourd'hui, s'inspirent de l'événement pour raviver leur propre lutte pour les droits civiques. Ça nous a amenés à assister à du porte-à-porte avec des militants dans la capitale. On a aussi visité des villages iconiques de la campagne profonde. Et ça nous a aussi amenés, de façon un peu inattendue, à faire notre propre petite enquête pour retracer une des rares participantes canadiennes de l'événement. Yes, this is the application of Diane Burroughs. She was 22 when she filled out the application. She studied at the University of Toronto. Her major was philosophy. Les Échos du Mississippi, épisode 1, au cœur du Freedom Summer. C'est sûr que Mississippi était un épicentre de la lutte parce que c'était dans le titre d'un livre « The most southern place on earth », c'est-à-dire c'était le plus pauvre, le plus de décalage entre les Blancs et les Noirs. Greg Robinson, c'est un professeur d'histoire à l'Université du Québec à Montréal. Je suis spécialiste de l'histoire des Noirs américains. Il va nous aider à remettre tous les témoignages qu'on a recueillis dans leur contexte historique plus large de la lutte pour les droits civiques. Le Mississippi était le plus réfractaire des États du Sud, le plus opposé au vote des Noirs, par exemple. Il y avait même un State Sovereignty Commission pour bloquer officiellement tout mouvement vers l'égalité raciale. C'est dans ce contexte-là que les vétérans qu'on a rencontrés sont nés, sous l'ère Jim Crow. À cette époque-là, il y avait des règles, des lois qui étaient mises en place pour légaliser la ségrégation raciale, même après la fin de la guerre de sécession et l'abolition de l'esclavage. Puis, dans les années 60, eh bien, ces lois-là, elles étaient encore en vigueur. The local movie theater was segregated.
black folk had to sit upstairs and the whites were downstairs. Leslie McLemore. C'est un professeur émérite de l'Université d'État de Jackson et ça a été un des militants les plus actifs durant Freedom Summer. Quelques années avant 1964, il était déjà impliqué dans des boycotts variés pour dénoncer les inégalités raciales. We also boycotted classes because we didn't have any Negro history books in the library. Donc, quand on se remet dans ce contexte, les espaces publics sont ségrégés, l'économie est menée par et pour les Blancs, mais ce qui cristallise vraiment l'esprit de l'ère Jim Crow, c'est cette idée de citoyenneté à deux vitesses, d'avoir des citoyens de première et de seconde classe. Leslie, il décrit à quel point l'accès au vote pour les gens de sa communauté dans les années 60 était carrément inexistant. Only 6.7% of the eligible black voters in Mississippi were registered to vote. Moins de 7% d'électeurs éligibles inscrits dans la communauté noire. Ça n'avait rien à voir avec leur poids démographique, puisque leur proportion générale dans la population approchait des 40%. Non, Mississippi avait le plus fort pourcentage, à part la Caroline du Sud, de tous les États de l'ancienne Confédération en termes du pourcentage de la population qui était afro-américaine. On s'entend que cet écart-là, il en dit long et il n'est vraiment pas le produit du hasard. Disons que par différents mécanismes, les États du Sud ont réussi à destituer les Noirs du scrutin électoral au début du 20e siècle. Le mot qu'utilise Greg et qui est intéressant, c'est « destituer ». En fait, à cette époque-là, dans les années 1960, techniquement, les Noirs sont censés avoir le droit de vote depuis près de 100 ans. C'est pour ça, justement, donc, que les lois Jim Crow, dont on parlait un petit peu plus tôt, vont être mises en place pour empêcher les Noirs d'avoir accès au droit de vote. On va mettre, par exemple, donc, des règles, exiger des électeurs qu'ils payent une taxe. On va leur demander d'être propriétaires d'une terre pour se qualifier. Tout ça, ce sont des règles qui vont restreindre le droit de vote des Noirs. Et puis en plus de ces lois-là, de ces règles-là, les États du Sud font preuve d'un grand arbitraire dans le système démocratique. Par exemple, il y a des registraires dans certains bureaux de vote qui faisaient passer des tests de littératie, qui étaient plutôt faciles pour les électeurs blancs, qui étaient aussi très complexes pour les électeurs noirs avec des questions profondes sur le sens de la Constitution. Ils étaient conçus, en fait, pour que ce soit un échec pour les électeurs noirs. Et c'est fou de se dire que ça, c'était encore en place il y a à peine 60 ans. Par tous ces facteurs et aussi la violence et les représailles économiques contre les Noirs qui essayaient de s'inscrire, ils ont réussi à garder le vote pour les Blancs. Donc, en plus de ces barrières au vote, il y avait aussi des menaces, de la violence contre les électeurs noirs qui étaient tolérées par les autorités blanches de l'époque. Si vous étiez afro-américaine et vous allez vous présenter, notamment au tribunal du village pour vous inscrire, vous vous exposerez à la vision des gens qui pouvaient annuler auprès de la banque les prêts pour votre ferme. Vous pourriez se faire annuler votre hypothèque. Et encore, vous seriez exposé à la violence parce que ça serait très public que vous avez fait la demande d'avoir le suffrage. You know, there were the economic threats, there were the physical threats. We have so many stories of people losing their lives because they simply wanted to become first-class citizens. C'est donc pas exagéré de dire que ceux et celles qui osaient réclamer leur droit de vote malgré toutes ces entraves-là savaient qu'ils mettaient leur vie en péril. La grande militante de Mississippi, une météore, Fannie Lou Hamer, s'est fait attaquer à plusieurs reprises quand elle s'est inscrite pour le vote. Elle a été attaquée physiquement, aussi bien qu'assujettie à des représailles économiques. Parce qu'elle se rebelle contre le système, parce qu'elle essaye d'aller voter, elle va être emprisonnée, sans motif sérieux, et battue sauvagement pendant sa détention sur ordre des policiers. Des récits comme le sien, malheureusement, il y en a partout dans la communauté afro-américaine au début des années 60. L'accès au vote, ça devient un des fronts de combat pour l'égalité dans plusieurs États du Sud. En 1963, il y a des organisations de défense des droits civiques au Mississippi qui vont organiser un vote symbolique pour montrer que la population noire est intéressée à aller voter. Parce que c'était une des rhétoriques de l'époque, de dire que les Noirs n'étaient pas intéressés à aller voter. Sauf que
ils vont leur donner tort puisqu'il va y avoir près de 80 000 personnes qui vont se déplacer aux urnes en parallèle de l'élection du gouverneur. Ça va être un franc succès. Et c'est sur ce succès-là que vont capitaliser les militants pour lancer le Freedom Summer un an plus tard. Freedom Summer, c'est le nom d'une opération du mouvement des droits civiques et des organismes affiliés pour libérer le Mississippi de façon non violente, d'envoyer des étudiants, notamment universitaires, comme militants dans les petites villes et bourgades de Mississippi où les décalages raciaux étaient les plus importants. Donc, c'est toute une constellation d'associations puis de groupes qui se réunissent pour l'occasion. Parmi les principales, il y a le SNCC, le Student Nonviolent Coordinating Committee. C'est une organisation étudiante dont fait partie Leslie McLemore, d'ailleurs. Elle est vraiment dans l'action sur le terrain. Mais en plus de ça, il y a des regroupements plus institutionnels comme le NAACP, le National Association for the Advancement of Colored People, qui mènent la charge sur le front légal. I'm Edwin King, same name as Martin, but no relation that we know of. I'm now 87. Le révérend Ed King, c'est un homme blanc qui aujourd'hui a 87 ans. Il était aumônier de l'Université noire de Tougaloo pendant les années 60. Il a travaillé avec les principaux leaders du mouvement pour l'égalité raciale au point de devenir un des architectes du combat pour les droits civiques au Mississippi. I was serving here as chaplain of Tougaloo College, which is a black college. Quand on le rencontre dans une résidence pour personnes âgées à Jackson, le révérend porte sur son visage les cicatrices de son engagement politique. On voit qu'il a la mâchoire et la bouche encore déformées. I'm kind of damaged in the face because I survived an attempt to kill me. Il raconte que sa voiture a été violemment percutée à Jackson en 1963. Lui est convaincu que c'était une tentative de meurtre. Le conducteur fautif venait d'une famille suprémaciste notoire. Pendant notre discussion, Ed King nous a expliqué plus précisément les coulisses de l'organisation du Freedom Summer. C'était tout un défi logistique parce que, après le succès de l'été 63, le révérend et ses collègues ont décidé d'élargir le mouvement pour 64. And we said, well, if they are willing to risk their life, then maybe we should expand and maybe next summer have a Freedom Summer. Ça voulait dire qu'ils auraient besoin de plus d'effectifs et c'est là qu'ils ont pensé demander l'aide de volontaires de l'extérieur de l'État. L'idée, pour attirer la presse puis avoir de la visibilité, c'était d'inviter les étudiants blancs du Nord pour créer un mouvement de masse dans l'État. But we concentrated for Freedom Summer on these elite colleges. Les militants noirs qui avaient lutté dans SNCC depuis 3-4 ans et qui avaient fait dans l'obscurité, il était conscient que la seule façon d'appliquer la loi, c'est d'impliquer la grande société. Et comment impliquer la grande société, mais en recrutant des jeunes de l'establishment, les jeunes blancs. Ils avaient trouvé que les Blancs se donnaient la liberté de frapper les Noirs ou de tabasser les Noirs sans être poursuivis par la justice. Donc, la seule façon d'obtenir l'action, c'était d'impliquer les Blancs, même de les mettre dans un certain danger pour qu'ils puissent connaître l'état des Noirs et être des témoins directs. Cette décision-là, ça a causé beaucoup de remous chez les organisateurs. Il y a eu des débats, parfois houleux. Leslie, il s'en rappelle encore. Part of the criticism was that SNCC people did not wish to see the local leadership usurped. Certains des organisateurs qui étaient là depuis plusieurs années à travailler sur le terrain au Mississippi étaient un peu agacés de voir l'attitude de certains étudiants blancs arriver avec leurs grands sabots, avec leur syndrome du sauveur. Il y avait vraiment une crainte de voir une contestation du leadership en place. But then there were arguments on the other side. I mean, there were also SNCC people. I remember Fannie Lou Hamer in particular. La crainte, c'est que les Blancs accaparent toute la lumière. Mais il va y avoir des voix puissantes comme celle de Fannie Lou Hamer qui vont trancher. L'idée, c'est de dire que si les volontaires blancs accaparent toute la lumière, au moins,
ce sera pour une bonne raison. La lumière sera faite sur la situation au Mississippi, sur la ségrégation, sur la violence, le déni de démocratie. Le coup d'envoi est donné. Près d'1 millier d'étudiants mettent le cap vers le Mississippi. Même si les volontaires invités sont majoritairement blancs, des militants noirs du Sud sont aussi recrutés. C'est le cas de Bill Maxwell, un étudiant de la Floride. There was always a sense of danger and fear. I mean, I was scared to death all the time. Quand on lui a parlé cet été, Bill Maxwell nous a raconté son arrivée dans la capitale du Mississippi en 1964. Ça l'a marqué à vie. When we first arrived in Jackson, we had a group of white men on pickup trucks with shotguns and rifles. I was shocked. Bill et un de ses collègues se font interpeller par 3 camionnettes d'hommes blancs qui les menacent avec des armes à feu, qui les interrogent puis les traitent de tous les noms. We put our hands in the air. As we've seen on TV, you put your hands up. À ce moment-là, ils pensent que c'est terminé, qu'ils vont mourir. We thought we were going to be shot. Mais par chance, on les laisse partir. The regular racists, they were doing what racists do, you know. They were harassing us and threatening us. So it was constant fear. And that was good because it kept us alive. C'est dans ce climat-là de tension et de peur constante que les volontaires arrivent. Freedom Summer était un événement qui reposait sur les grassroots, sur l'organisation, sur le terrain, pour aller envahir en quelque sorte de façon pacifique le Mississippi pour forcer les changements. Pour forcer ces changements, un des moyens d'action, c'est de faire du porte-à-porte pour tenter d'inciter les électeurs noirs à s'inscrire à l'élection présidentielle de 1964. Sans surprise, ça crée beaucoup d'opposition. I've had encounters with the Klan. Leslie McLemore, quand il accompagnait des électeurs noirs qui voulaient s'inscrire au palais de justice, il se rappelle qu'il s'exposait aux menaces des terroristes blancs du Ku Klux Klan, le KKK. When I was knocking on doors in Holly Springs or working in the movement in Jackson or wherever I was, I knew that I could lose my life. I was putting my life on the line, but you have to think that there's something greater than the individual. That's why the collectivity is so important. I was a ground person. I beat the grounds. I walked the streets. Rosie Purdy Willis aussi a participé à cet effort sur le terrain. Elle parle d'une forme de fébrilité, de conviction qui les habitait à ce moment-là. You would have seen excitement. You would have seen joy and peace, and we were excited. Sauf qu'elle va frapper un mur parce que quand elle arrive chez ces gens-là, qu'elle cogne à leur porte pour solliciter leur participation, eh bien, elle se rappelle de la peur intense qui les paralysait. Some of those people were educated. They were homeowners. They were landowners. They were farmers. They had the means, but they were afraid. Puis cette peur-là est justifiée parce que, en apprenant l'arrivée des volontaires, le White Citizens Council, un organisme suprémaciste très actif dans toutes les sphères de la société, et le KKK vont tenir des rassemblements. Ils vont mobiliser leurs membres pour défendre coûte que coûte l'État contre ce qu'ils décrivent comme une invasion d'agitateurs. À Jackson, la capitale, le maire va même faire venir un arsenal militaire pour réprimer les rassemblements. The mayor has prepared for this summer's activity by increasing the police forces, by passing new ordinances against demonstrations, and by purchasing a steel-plated vehicle, a riot control car known locally as Thompson's Tank, named for Mayor Alan Thompson. Du côté des militants, c'est la non-violence qui est la ligne de conduite. Le mouvement se réclame de l'influence de Gandhi. So we were very meek. We were very Gandhian. D'ailleurs, ça va être une des signatures de la lutte pour les droits civiques. Les leaders pensaient qu'une réplique violente à la répression raciste, c'était précisément ce qui était souhaité par les suprémacistes. Violence begets violence, and that's what they wanted to push us into, being violent back to them. Je pense que c'est vraiment difficile de saisir à quel point le climat était dangereux pour les volontaires de Freedom Summer.
Bill Maxwell, qui lui avait participé au mouvement pour l'égalité ailleurs, dans d'autres États, était bien placé pour mesurer la lourdeur du climat spécifique au Mississippi. Mississippi probably had the most violent incidents of the whole movement. Pour lui, le Mississippi, c'était de loin le pire des États pour les Noirs, surtout en raison de la proximité entre les mouvements suprémacistes et les autorités policières et politiques de l'État. Law enforcement was in cahoots with the local bad guys. So sometimes you couldn't tell one from the other. You had everything to lose. You had your life to lose. You had your physical well-being. You had your economic well-being. Leslie McLemore, lui, raconte que sa mère recevait constamment des appels anonymes pour la menacer si son fils continuait de s'impliquer dans le mouvement. My mother often received threatening phone calls, scared the poor woman to death, right? Because they would threaten, say, your son Leslie doesn't get out of that movement, we're going to do this, that, and the other. Peu importe le moyen qui était utilisé, les menaces étaient claires. Rosie, elle, a carrément été menacée de mort. They've sent out a word to us, you college students, if you keep coming out here trying to get the people on the farms to go and register to vote, we will kill you. Mais ça n'a pas suffi à l'arrêter. So we sent the word back. We are going to keep coming, you just have to kill us. We were not afraid. I was not afraid at all. Pourtant, au début de l'été 64, il y a un drame majeur qui survient. Ça va marquer les esprits. Trois militants des droits civiques disparaissent. 2 sont des Blancs de New York, Mickey Schwerner et Andrew Goodman. L'autre est un militant noir du Mississippi, James Chaney. Leur disparition survient alors qu'ils venaient tout juste d'enquêter sur l'incendie d'une église de la communauté noire. The three had last been seen heading southeast on Highway 19 about 10:30 Sunday night. On Tuesday at 3 p.m., the FBI found what remained of the station wagon. The car was in a marshy area about 50 feet off the road. It had been gutted by fire. Pour les acteurs du mouvement, c'est assez clair que leur disparition annonce le pire. I just knew in my heart they had been murdered. À partir de ce moment-là, les médias de partout au pays vont se diriger vers le Mississippi. Le FBI, lui, va mener des recherches intensives pendant des semaines pour retrouver les 3 hommes. C'est un informateur qui, 1 mois plus tard, va indiquer où leurs corps peuvent être trouvés, enterrés près d'un barrage. On va apprendre que leur meurtre a été orchestré avec la collaboration de la police locale. Le trio de volontaires avait été arrêté pour excès de vitesse alors qu'ils étaient près de la ville de Philadelphia. Ils ont été amenés au poste de police avant d'être relâchés. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont été poursuivis par des membres du KKK dans des rangs de campagne. Ils ont été assassinés à bout portant. I was heartbroken. It was devastating. Le spectre de Chaney, Schwerner et Goodman a d'un part fait peur aux gens, mais qui a aussi, de façon ironique, ça a réussi à avancer la cause des Noirs, parce qu'encore les Noirs étaient conscients que si les jeunes Blancs seraient assassinés ou tabassés ou mis en péril, ça aurait entraîné plus l'attention de la nation, et c'est ça qui est arrivé. L'intuition de départ avec l'invitation des volontaires blancs, ça va être assez exact au final. Il y a 2 des 3 victimes qui sont blanches et c'est là que l'Amérique s'indigne vraiment du sort du Mississippi. The eyes of the world really were focused on Mississippi. Clearly because there were 2 white men, no question about that. Ce qui va pousser les militants à continuer malgré tout leur lutte, c'est cette idée qu'il ne faut pas que leur collègue ait été tué en vain. It's a burden. It's a burden. But it was something that gave also a greater resolve to us in the movement, is that we couldn't stop, we had to continue, we had to keep fighting. Ils vont aussi puiser du courage chez des figures fortes qui vont insuffler de l'énergie au mouvement. Fannie Lou Hamer was more familiar with me. We read about them, we saw them on the news, we saw what they went through, and that encouraged us as young women. Wherever we were, we wanted to stand up. On a vu des images ou des souvenirs de Fannie Lou Hamer à peu près partout pendant notre passage au Mississippi.
On a vu son portrait chez le révérend Ed King à Jackson. This is a political poster for Mrs. Fannie Lou Hamer, the leading black woman in the civil rights movement in Mississippi. Et aussi sur le mur de salon de Leslie McLemore dans sa belle maison à Waz. That picture, the woman looking at us is actually Fannie Lou Hamer. That's a scene in Ruleville, Mississippi. There, Mrs. Hamer, some local people, and some white volunteers sitting on the bench there. Cet après-midi-là, quand on lui rend visite en juin, il nous décrit ses croquis avec émotion. Ces morceaux-là, les Freedom Songs, sont devenus super importants pour le mouvement. Ils ont même été repris par des grands de la chanson folk américaine pendant la marche sur Washington, par exemple. Le meilleur de la citoyenneté des hymnes que Rosie Purdy Willis, elle aussi, a chanté des centaines de fois, comme We Shall Overcome, Nous vaincrons. Il raconte l'avoir rencontré pour la première fois en 1963. C'était un événement marquant, inoubliable pour lui. We were going to a voter registration workshop in Dorchester County, Georgia. Ce qu'il décrit, c'était la force de sa personnalité. C'était un charisme inégalé. And when she finished talking about her eviction from the plantation, there was 35 or 40 of us in the workshop. There was not a dry eye in the damn room. Leslie McLemore, mais aussi Ed King, se rappellent tous les deux de l'avoir entendu chanter des vieux airs folkloriques du Mississippi ou des morceaux de gospel pour calmer tout le monde dans les moments les plus pénibles. And that's when I met Fannie Lou Hamer. And she started to sing those freedom songs. Ces morceaux-là, les Freedom Songs, sont devenus super importants pour le mouvement. Ils ont même été repris par des grands de la chanson folk américaine pendant la marche sur Washington. Des hymnes que Rosie Purdy Willis aussi a chanté des centaines de fois, comme We Shall Overcome, Nous vaincrons. That's the song that we would sing. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. We shall overcome. We shall Dans le prochain épisode, on parle des écoles de la liberté, ces écoles mises en place pour émanciper les Noirs du Mississippi. It was really fascinating to be around kids who would, they never stopped talking. They always had questions. Et des efforts en 2024 pour raviver la flamme de Freedom Summer. We're picking up where they left off. In 1964, we understand that just sparked what was actually needed to move the needle here. Vous écoutiez Les Échos du Mississippi. Je m'appelle Clémence Pavic et j'anime ce balado avec mon collègue Félix Deschênes, qui signe aussi la réalisation. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne du Devoir sur votre plateforme d'écoute préférée. Pour des questions ou des commentaires, écrivez-nous via l'adresse courriel balado@ledevoir.com. Merci à vous d'avoir été des nôtres.